Bonjour tout le monde. On peut trouver de faux experts sur tous les sujets. D'ailleurs, en général, ils cumulent les casquettes neurosciences, économie, géopolitique, médecine, criminologie, agronomie, physique quantique, etc. On ne va jamais se débarrasser des faux experts parce qu'il y a au moins un problème fondamental avec l'expertise. Il faut bien connaître un domaine pour savoir distinguer un vrai expert d'un faux. Un expert, c'est quelqu'un qui est reconnu comme tel par d'autres personnes reconnues expertes avant lui. Donc il y a du flou, et cela permet à des gens habiles de passer 20 ou 40 ans à parler publiquement de sujets qu'ils ne maîtrisent pas tout en invisibilisant ceux qui connaissent la discipline. Mes excuses pour la voix générique. La complosphère est remplie de faux experts percés à jour qui poursuivent leur carrière loin des médias mainstream qui souvent les ont fait connaître en décriant une doxa, une parole vérolée des élites, la corruption généralisée des méchants qui les rejettent parce qu'ils sont vraiment trop brillants et qu'ils dérangent en haut lieu, bref, la narration classique. Dans la sphère de ceux qui s'opposent au discours complotiste, on trouve des experts aussi. Comment savoir si ce sont de vrais experts et pas des imposteurs qui occupent une place laissée vacante? Mais parlons-en. Premier critère académique. J'ai un critère à proposer, il est imparfait, mais il permet de commencer à se forger un avis. Quand quelqu'un se prétend expert dans un domaine qui relève au moins un peu de la science, je lui accorde ma confiance si je trouve des articles scientifiques publié dans des revues à comité de lecture, où il est premier auteur. Évidemment, s'il est expert guide en haute montagne ou expert comptable, mon critère n'est pas pertinent. D'accord. Par exemple, Assermendax, alias Thomas Sédurant, ne se retrouve en premier auteur dans aucun article scientifique en égyptologie, en aéronautique, en théologie ou sur le complotisme. Il n'est donc pas expert de ces domaines. Il faudra donc le lui rappeler à chaque fois qu'il prétendra avoir une expertise là-dessus. Je compte sur vous. Ça ne veut pas dire que ce type-là, Assermendax, a forcément tort quand il aborde ces sujets. Parce qu'on peut espérer qu'il n'est pas demeuré, qu'il sait lire ce que les experts disent et qu'il sait en rendre compte honnêtement. Mais s'il est honnête, il rappellera à chaque fois que nécessaire qu'il n'est pas expert du sujet. Bon. Maintenant, pourquoi traiter ce sujet-là? Pourquoi parler des expertises discutables autour du complotisme? Sur la question du complotisme, on compte pas mal d'experts francophones qui, depuis 20 ans au moins, publient des travaux scientifiques, enseignent à l'université et écrivent des livres pour le grand public. Ces gens ont a priori toute ma confiance, nous en avons reçu sur la chaîne, je vous parle de leurs livres quand ils sortent, certains sont d'ailleurs derrière moi, et ils me font l'amitié de me donner un avis sur mon travail lorsque j'aborde leur domaine. Et puis il y a des gens qui prétendent être experts du complotisme, mais qui donnent tous les signes de l'imposture, voire de comportements qui ressemblent à celui d'en face. Et donc, j'en parle ici pour plusieurs raisons. Un, c'est la ligne éditoriale de la chaîne de débunker les discours faux qui se revendiquent de la science. C'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais. Peut-être que je le fais mal, mais il y a une logique derrière, et donc c'est pas nouveau, c'est pas une toquade, ça appartient à la trajectoire qui est la nôtre depuis le début en fait. 2. Il est pour moi primordial que la sphère sceptique, zététique, du fact-checking, on l'appelle comme on veut, soit en mesure de montrer qu'elle sait faire un travail que la complosphère ne fera jamais. Dénoncer les faux experts en son sein, rappeler qu'il faut être prudent quand on écoute une personne qui dit une chose qui, a priori, va dans le sens de nos idées. Nous devons rappeler les vertus épistémiques et tendre vers l'exemplarité. On va échouer, bien sûr, je ne suis pas exemplaire, mais j'essaye. Et 3, l'imposture est quasiment toujours accouplée à des comportements toxiques qui visent à discréditer la parole critique, mettant en danger le faux expert. Donc les imposteurs du monde de l'anticomplotisme ne sont pas seulement des
parasites qui vivent au crochet de la crédibilité qu'une communauté s'est construite, ils ont toujours pour priorité de détruire les éléments qui les mettent en danger, de construire un narratif qui endigue la critique qu'on pourrait leur adresser, et ce sont en général les personnes les plus utiles à notre sphère qui sont celles qui vont les premières relever les problèmes. Donc, ces parasites ont pour but de détruire les meilleurs d'entre nous. Et ça, c'est dommage. Après avoir vu plusieurs personnes se plaindre d'être harcelées au point où elles ont choisi de mettre entre parenthèses leur activité, j'avais le choix, moi, de continuer mon chemin tranquillement, de continuer à faire des émissions qui n'ont rien à voir. Après tout, personne ne m'a attaqué sur ce terrain. J'aurais pu la jouer tranquille, paisible, chacun chez soi, et j'ai choisi plutôt de mettre les mains dans le caca pour refuser la maltraitance des lanceurs d'alerte, les gens qui font un travail de fond, mais que vous ne connaissez pas parce qu'ils sont discrets, ils sont dans l'ombre. Voilà. Donc, moi, dans cette affaire, pour être clair entre nous, je n'ai que des coups à prendre. Je n'ai pas d'intérêt personnel à venir remuer tout ça, sauf l'intérêt supérieur, qui est aussi le mien, que la sphère sceptique soit saine. En tout cas, pas malsaine au point où tout le monde est toxique avec tout le monde. Donc, bon. En parlant de toxicité, se pose la question, est-ce qu'il faut anonymiser ? Anonymiser ou pas ? Avant de commencer, un dernier point, très important. Faut-il nommer les personnes dont je parle ou cacher leur nom ? Dans cette vidéo, comme souvent, je vais donner le nom des personnes et voici pourquoi. Il y a 3 raisons. 1. L'anonymisation, c'est un leurre. J'ai devant vous ici le devoir d'être extrêmement précis dans les reproches que je veux formuler. Je ne veux pas balancer les gens sous le bus sans raison, je ne veux pas lancer des rumeurs, je dois être exemplaire dans ma critique. Donc il faut que je cite avec exactitude les propos, que je les mette dans leur contexte. Et parce que je vais utiliser essentiellement des propos publics, vous pourrez toujours les retrouver et savoir de qui on parle. Des gens motivés à aller pourrir et insulter ceux que je critique trouveront comment faire. Ne le faites pas, soyez pas débiles, mais ceux qui veulent le faire, évidemment, personne ne pourra les en empêcher. Donc taire le nom de ceux que je critique n'a pas de sens parce que ça ne résout rien. C'est juste un peu hypocrite, et c'est pas trop mon truc, l'hypocrisie. Deuxièmement, dans le cas qui nous occupe, la crédibilité des gens dont je parle, c'est ça le problème. Nous parlons de faux experts qui passent dans les médias de manière assez massive, qui se font un nom, qui acquièrent une forme d'influence, et qui prennent indûment la place de celles et ceux qui travaillent. Comment voulez-vous qu'on trouve une solution si on ne nomme pas les concernés ? Il faut nommer les BHL, les Bogdanov, les Jean-Dominique Michel, les Idriss Aberkane, les Stéphane Bourgoin. Sinon, rien ne les s'arrête, évidemment. On est obligé de le faire. Et enfin, 3, débunker, ce n'est pas harceler. Le travail de débunkage n'est pas un harcèlement ni un appel au harcèlement. Si vous allez insulter ces personnes, ou vous pointez sous chacune de leurs interventions pour les rabaisser, faire de l'ad personam, les intimider, vous êtes un problème au moins aussi important qu'elle et vous mériterez, ce qui vous arrivera quand la justice trouvera le temps de se pencher sur ce genre de comportement. Mais, si une fois alerté par cette vidéo par exemple, vous posez des questions pertinentes sur la validité de leurs propos, de leur CV, de leur pertinence à affirmer des choses sur un sujet, alors vous leur donnez la possibilité de démontrer que ma critique était injuste. Il faut donc les nommer pour que vous puissiez vérifier, vous poser des questions et que les personnes en face puissent répondre en disant « Voilà ce qui a été dit sur moi, voilà pourquoi c'est faux ». Et dans ce que je vais vous dire, parce que ça va durer longtemps, il y aura peut-être des imprécisions, il y aura sûrement des phrases qu'il ne fallait pas dire comme ça, et les personnes en face auront raison de se défendre là-dessus, au moins, pour écarter les problèmes et les imprécisions. Donc il faut être précis, et pour ça il faut nommer. Il y a d'autres situations dans lesquelles on veut cibler un comportement général, une tendance, une ambiance, auquel cas on peut citer des sources de personnes qui ne sont pas des personnalités publiques, et alors on peut anonymer parce que le sujet c'est pas la personne, c'est la tendance générale. Mais là c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de 2 personnes en particulier,
Et donc il faut les nommer. Je vais vous parler aujourd'hui de Madame Marie Pelletier et de Madame Stéphanie Lamy. Pourtant je cherche, je suis sur la brèche. Je rappelle 2 petites choses. Jusqu'à présent, mes vidéos ont ciblé uniquement des hommes. Et depuis des années, sur cette chaîne, nous rappelons régulièrement, et on nous le reproche, que le monde de la zététique est un peu trop masculin, qu'il faut que plus de femmes y trouvent leur place, y sentent bien et apportent leur contribution. Et c'est le cas, par exemple, de Nendili, docteur en sciences, qui est notamment une importante contributrice au travail de débunkage de M. Casasnovas. Et c'est le cas de Yogina, qui a travaillé sur une critique rationaliste du yoga, du New Age et du monde du bien-être. Elle a alerté sur les arnaques, les dérives sectaires, sur les dangers pour la santé, sur les viols qui ont lieu dans les ashrams. Bref, c'est une débunkeuse utile. Ces 2 femmes, qui apportent des contributions bénévoles tout en restant anonymes et ne tirent donc aucun profit de ce travail, contrairement à moi par exemple. Ces 2 femmes ont été harcelées sur Twitter par Madame Pelletier et Lamy et certaines personnes qui les écoutent. Ce ne sont pas les seuls. Je reviendrai en fin de vidéo sur les comportements parce que mon propos principal n'est pas de jouer l'arbitre entre des gens qui se critiquent sur Twitter, mais de vous expliquer pourquoi les alertes zététiques carillonnent dans ma petite tête quand ces dames s'expriment. Je suis triggered, en quelque sorte. Je vous rappelle que je ne suis pas un expert du complotisme ou des domaines où ces dames interviennent, donc je suis comme vous, il faut que je trouve des critères pour me faire un avis. Le critère principal, premier, celui que j'utilise généralement, il n'est pas suffisant, mais en science, il a des mérites, c'est le critère académique, c'est le CV. Rappelez-vous, c'était suffisant pour débusquer un Aberkan ou un Michel, par contre c'était raté pour un Raoult ou un Mukeli. Donc ça marche plus ou moins bien, on va parler de ça. J'ai bien sûr contacté Madame Pelletier et Madame Lamy avant de faire cette vidéo. Je leur ai envoyé plusieurs questions dans un email afin d'éviter de dire des bêtises sur leur CV, sur leurs propos ou sur leur expertise ou sur leur comportement parce que c'est ça dont il va être question. Elles ont eu la gentillesse de me répondre dans les heures qui ont suivi, mais la réponse, comme vous pouvez constater, est une fin de non-recevoir, matinée en substance, vous avez plutôt intérêt à ne pas parler de nous. Voilà. Naturellement, je proposais à ces dames d'avoir un droit de réponse, si c'est estimé ça nécessaire, la proposition reste valide. Commençons tout de suite avec Stéphanie Lamy. Alors, sur LinkedIn, qui est un outil intéressant, on voit que Madame Lamy a un Master 2 de Sciences Po Toulouse en relations internationales, qu'elle est depuis 2020 chargée d'enseignement à Sciences Po Toulouse dans le M de gouvernance des relations internationales, société civile, promotion de normes et sécurité humaine. Je n'ai pas pu tout vérifier, mais il n'y a pas de raison de penser qu'on nous mente là-dessus sur LinkedIn. On va partir du principe que c'est vrai. En 2021, elle aurait été chercheuse pour le projet Danaïde.org, projet qu'elle avait fondé en 2010 et qu'elle présente ainsi sur le site. Je cite et je traduis en français. C'est une agence de marketing stratégique des médias sociaux spécialisée dans l'exploitation de l'engagement des communautés en ligne et hors ligne pour renforcer l'image d'une marque et encourager la collaboration entre une marque et sa base de clients. Elle assure apparemment des formations en médias sociaux et cela semble être sa vraie expertise, celle qu'elle revendique sur le site. Une expertise en marketing stratégique des médias sociaux. Comment communiquer sur les médias sociaux. Un document de 2020 ou 2021, mais je pense que c'est 2020, indique qu'elle prépare un PhD, donc un doctorat, et un livre sur la désinformation. J'ai cherché, sans trouver de traces de ce doctorat sur les sites universitaires, et d'ailleurs son CV en ligne ne mentionne pas ce doctorat, donc je ne sais pas ce qu'il faut en penser à ce niveau-là. Sur le site expert.fr, Stéphanie Lamy se présente comme une spécialiste des opérations sémantiques, entre parenthèses stratégie de désinformation, une spécialité qui ne semble exister nulle part ailleurs sur Internet, je n'ai pas trouvé. Ça me rappelle un néopolitique que Aberkan avait inventé. Alors on trouve de la sémantique opérationnelle en informatique. La sémantique en elle-même, c'est de la linguistique.
et c'est pas le domaine de compétence de Madame Lamy, donc je ne sais pas ce que c'est que ces opérations sémantiques, et elle n'a pas répondu à ma question sur le sujet. Voilà, donc déjà le CV est intriguant, avec un domaine d'expertise qui semble avoir été inventé par la personne en question, ce qui n'est pas souvent très bon signe. Regardons ensemble son activité sur les réseaux. Madame Lamy a été bannie 3 fois sur Twitter, son compte a été suspendu pour des comportements apparemment embêtants, et son compte actuel, régulièrement mis sous cadenas, est le vecteur de pas mal de conflits sur les réseaux. Je vais prendre un exemple de conflit ou de comportement bizarre, c'est l'affaire Pierre Palmade. Alors, en février et mars 2023, quand l'affaire éclate, Madame Lamy accuse publiquement Pierre Palmade de consommer des images pédopornographiques et affirme qu'il est protégé. Et c'est pour le moins étonnant, à mon avis de non-expert de la pensée complotiste, de retrouver ici ce genre de rhétorique. Je vous lis le tweet. « Oh, quelle surprise! Un gars protégé par une flopée de gens qui ont tout intérêt à entretenir ses addictions et qui a des comportements à risque pour les autres, évidemment qu'il a aussi des images d'enfants qui sont violées. » Madame Lamy supprime ses propos quand l'enquête montre le contraire. Madame Lamy, Madame Pelletier suppriment apparemment beaucoup de propos sur Twitter, ce qui ne facilite pas vraiment la reconstruction des événements. Mais, en même temps qu'elle supprime ce tweet en question, Madame Lamy explique dans un autre tweet qu'elle est victime d'une instrumentalisation de ses propos à des fins diffamatoires. Et donc par mail, je lui ai demandé quelle réaction elle aurait préféré recevoir après des accusations infondées de pédocriminalité. On n'aura pas la réponse. Elle ajoute d'ailleurs ce jour-là, voilà l'explication, Pierre Palmade aurait bien consulté un contenu de viol d'enfants, un propos qui s'appuie sur un témoignage anonyme à ma connaissance. Je vais me fendre d'un commentaire de non-expert. Je pense que Madame Lamy aurait aussi bien pu ne pas commenter l'affaire Palmade. Il y a des tas de gens, comme moi, qui n'ont pas commenté l'affaire Palmade. Et d'autres qui ont analysé le traitement médiatique sans se prononcer sur les faits, dont en fait on ne sait rien à part ce que les médias en disent, sachant que les enquêteurs en savent plus que nous et que c'est leur boulot de le faire et que nous, du coup, peut-être qu'il faudrait mieux qu'on attende que la justice travaille. Et ce qui est étonnant, c'est que ce commentaire incriminant est produit par une personne qui, depuis 10 ans, 2010, 13 ans, est à la tête d'une agence spécialisée dans la communication sur les réseaux sociaux. Je suis au moins autant étonné que vous. Les débuts de l'animosité, j'ai l'impression que Stéphanie Lamy est entrée un peu en guerre contre les fact-checkers après que certains d'entre eux ont critiqué des propos de Sandrine Rousseau. Le 11 mars 2022, lors d'une conférence, la politicienne Sandrine Rousseau parle de la chasse aux sorcières. Ces propos ont été débunkés sur Twitter, notamment par les chercheurs en histoire Florian Besson et Catherine Rido-Kikuchi, et jusque dans la presse, pour leurs arrangements avec la réalité historique. Je ne vais pas revenir sur le fond, les experts ont parlé, si on peut dire. Bien sûr, Sandrine Rousseau est la cible de très nombreuses attaques sexistes injustifiables, mais qui ne sont pas non plus un sauf-conduit pour échapper à la critique et dire « Ah non, mais si tu me contredis, tu es un sale mascu ». Il faut être au-dessus de ça. Un tweetos, dénommé Gromf, c'est un pseudo, auteur de quelques traits critiques sur les dingueries de Madame Rousseau, a dès lors été dans la ligne de mire de Mesdames Pelletier et Lamy, et leur agressivité a contribué à ce qu'il quitte Twitter il y a quelques jours. De manière générale, Stéphanie Lamy a une certaine expertise dans l'injure sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, chacun peut perdre son calme ponctuellement, ça m'est arrivé. On peut balancer une injure, on peut perdre pied. Il ne faut pas en tenir rigueur aux gens, mais on peut remarquer quand ça devient un pattern lourd, quand ça devient une méthode quasiment. Et l'injure chez Madame Lamy, c'est récurrent. Et je ne vais pas commenter plus avant cela. On va passer au cas de Marie Pelletier. Marie Pelletier est très régulièrement invitée dans les médias. C'est une habituée des plateaux. Elle connaît tout le monde dans les rédactions. Elle s'est construit un réseau d'influence
à tel point qu'elle jouit d'une protection institutionnelle dont je reparlerai plus tard quand je vais évoquer les méthodes d'intimidation. Marie Pelletier jouit d'un statut d'experte validé par les médias, y compris dans les sphères proches de la nôtre, et tout ça, ça crée de l'influence. Faisons un historique rapide. En 2015, dans une tribune pour Libération, elle se présente elle-même ainsi, chercheuse, entre parenthèses, Syrie, complotisme, questions interculturelles et enseignante à Bruxelles. À partir de 2017, elle se présente comme historienne, chercheuse et enseignante à l'Institut pédagogique de Bruxelles, par exemple dans la conférence Rendez-vous l'image à Grenoble. À partir de 2021, elle se présente dans les médias comme la RTBF comme une historienne et spécialiste de la propagande. À partir de 2023, elle est historienne spécialiste de la mise en récit des questions étrangères et de la manipulation des médias pour une table ronde animée par Patrick Cohen dans le podcast Sources diplomatiques. Sur France Culture, la même année, Marie Pelletier, historienne, chercheuse et enseignante, idem sur France Inter, et sur Télérama, on parle de l'universitaire Marie Pelletier. On parle de dizaines d'interventions dans les grands médias. Alors, mon sentiment de non-expert, c'est qu'il est inhabituel qu'un expert change aussi souvent le périmètre de son expertise. On n'a pas le temps de devenir expert quand on change tous les ans d'expertise. Ceci étant, pour éviter que mon propos soit mal compris, faisons deux précisions. Parfois, c'est l'intervieweur qui se plante, le journaliste qui donne un titre pour un autre ou profession, et parfois on le découvre trop tard parce qu'on n'a pas toujours le temps ou le droit de lire le texte avant qu'il soit publié. Ça peut arriver. Ça ne peut pas arriver systématiquement, me semble-t-il. Et deux, attention, je ne prétends pas qu'on n'a pas le droit d'aller dans les médias et de parler de complotisme quand on n'est pas un expert ou une experte. On peut très bien être un analyste pertinent, un observateur, on peut être journaliste, reporter, enquêteur et partager ce qu'on a découvert, on peut témoigner d'un vécu, d'une lutte, d'un militantisme, donner son avis personnel sur des mesures à prendre ou éviter. On a alors ironiquement plus de liberté qu'un expert, dont la parole est limitée à des questions de ce que la science établie donne à savoir ou à douter. En tout cas, me semble-t-il, le premier devoir de celui qui veut mériter qu'on l'écoute, c'est d'éviter de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Critère académique numéro 1. Comme pour Stéphanie Lamy, je propose d'utiliser mon critère principal. Regardons dans quel domaine Marie Pelletier a publié des travaux scientifiques. Et là, c'est pareil. 0 publication scientifique pour Marie Pelletier dans un domaine où ce critère est valide. Marie Pelletier n'est pas enseignante-chercheuse, bien qu'il arrive de se présenter ainsi. Elle enseigne, c'est vrai, l'histoire de futurs enseignants dans le primaire et le collège, dans un petit établissement privé en Belgique. Son travail de recherche, c'est comme ça qu'elle le présente, c'est une série de blogs sur le site BPAX. Le seul travail académique universitaire signé Marie Pelletier est, à ma connaissance, le mémoire de master qu'elle a écrit sur la justice en temps de guerre à Namur. Soit, le problème c'est qu'elle se fait connaître en se disant experte de la Syrie, sans parler la langue du pays. Donc tout cela forme un faisceau, un ensemble d'éléments qui me suffisent personnellement à avoir envie d'être très 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 prudent par rapport à ce qu'elle raconte. Il y a certainement de vrais experts et de vraies expertes sur ces sujets qui n'ont jamais pu parler en public dans les médias parce que la place était prise. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Je ne dis pas que tout ce que dit Madame Pelletier sur le sujet est faux, mais que c'est au service, apparemment, d'abord d'un récit personnel sur son expertise, et on la voit souvent d'ailleurs revendiquer d'être la pionnière. Personne avant elle ne parlait de ces sujets-là, elle le répète notamment dans des vidéoconférences payantes auxquelles vous n'avez pas accès mais que j'ai pu voir. Donc, ce critère étant là, il ne prouve pas grand-chose. Il en faut un deuxième, critère académique numéro 2. On peut se demander si la personne dont l'expertise est discutée est défendue par d'autres
personnes dont l'expertise n'est pas en débat. Ou si, au contraire, les spécialistes du domaine, reconnus sur cette question, lorsque la personne est critiquée, attaquée, gardent un silence poli, voire émettent un doute publiquement. Par exemple, le monde des mathématiciens observe un silence religieux, poli et un peu gêné, vis-à-vis de M. Aberkan, qui prétend avoir résolu la conjecture de Syracuse, et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Tout le monde comprend qu'une solution récompensée par l'équivalent de 800 000 € au Japon devrait attirer l'attention. On devrait en parler en fait. Et si on n'en parle pas, c'est que certainement ça ne vaut pas grand-chose. On le sait. Tout le monde comprend donc, par ce silence académique, que M. Aberkan est un charlot en maths. Et bien pour Marie Pelletier, je n'ai pas trouvé d'interaction publique où elle échangerait avec un chercheur ou une chercheuse reconnue dans le domaine. Mais j'ai posé des questions autour de moi et voici ce que quelques chercheurs m'ont répondu sur l'expertise de Marie Pelletier. Le premier a tenu à rester anonyme. Il me dit la chose suivante. J'avais écouté l'interview de Marie Pelletier lorsqu'elle a été interviewée par le podcast de Méthode Choc. De mémoire, ses propos sur le conspirationnisme étaient plutôt vagues et généralistes, mais ce qui m'avait particulièrement marqué, c'était la diversité des thématiques abordées. J'avais le sentiment que le conspirationnisme est un prétexte pour aborder beaucoup d'autres sujets. Au sens strict de ma conception de ce qu'est un expert, personne ayant suivi une formation universitaire complète dans un champ disciplinaire, universitaire, chercheur reconnu par une institution qui a produit et continue de produire de la connaissance scientifique sur un sujet, qu'il publie dans des revues scientifiques, un comité de lecture, je ne la considère pas comme une experte sur le sujet, ce qui ne lui enlève rien des connaissances qu'elle a sur le sujet, ainsi que son habileté verbale et son aisance orale. Un deuxième expert anonyme sur la prétention de Marie Pelletier et de Madame Lamy d'ailleurs, à être parmi les premières à parler du complotisme en français, il me dit ceci. En français, on a déjà Angenot, Moscovici, Girardet, Taguieff et Poliakov qui nous renvoient aux années 80-90, donc ce n'est pas possible. Comme je vous disais, en 2016, on était 2 à parler de complotisme, c'était Rudi Reichstadt et moi, soyons clairs, c'était ça. Maintenant, voilà, avec le Covid, machin et tout, plein de gens se sont découverts, des bunkers, fact-checkers, tout ce qu'on veut. Bon, je portais quand même toute seule des questions extrêmement compliquées, encore une fois, sachant qu'on était genre 3 personnes dans le monde francophone à travailler sur le complotisme. C'était vraiment une autre époque. Je le dis parce que maintenant, vous savez qu'il y a 10 000 experts qui sont sortis du chapeau, mais c'était vraiment pas le cas. Alors aujourd'hui, c'est très facile de parler de complotisme dans les conférences, je vous le dis souvent, c'est devenu un sujet très mainstream et tout. Pas du tout le cas en 2016. Donc en 2016, quand on donne des conférences sur le complotisme, c'est dur, c'est houleux. Un troisième expert a accepté de me répondre. Les gens qui débarquent en disant « le complotisme, ce n'est pas ça, mais c'est ça », ont tendance à m'agacer. Ça ressemble vraiment à du Dunning-Kruger. Marie Pelletier se pose en précurseur, ce qui ressemble de nouveau au narcissisme des complotismes, avec l'aplomb. Il faut lui rappeler qu'en langue française, les précurseurs sont Véronique Campion-Vincent et Pierre-André Taguieff, qui ont écrit 2 beaux livres en 2005, sur lesquels on s'est basé pour notre étude en 2007. Et on peut aussi évoquer le chapitre d'Olivier Klein et Van Dalen en 2010. En plein montage, il m'envoie un message pour me dire « Pour compléter la liste des vrais précurseurs et précurseuses au niveau francophone, ne pas oublier évidemment Conspiracy Watch et Rudi Reichstadt qui a commencé en 2007. Adrien Bangerter a publié dès 2011. J'ajoute Sébastien Dieguez et Nicolas Gauvry, avec qui nous avons publié en 2015, Sylvain Delouvet qui a publié en 2015, et aussi David Leiser, Sacha Bourgeois-Gironde et son ancienne étudiante Elisa Darier en 2011-2012, ou encore la thèse de Julien Giry en 2014. Ça fait du monde. Une dernière chose, le fait d'attribuer systématiquement à du sexisme toute critique de la part des hommes quand on est une femme est ce qu'on appelle en psychologie sociale l'attribution à la discrimination, sans négliger qu'une part des critiques puisse l'être, mais ce n'est pas le cas de mon échange. Et c'est signé Pascal Wagner-Aguer, que vous connaissez au moins un peu, qui a échangé avec Marie Pelletier sur Twitter. En septembre 2022, l'échange a été relativement médiocre. Après qu'elle a proposé à Madame Pelletier qu'elle supprime son tweet à elle, comme ça il pourrait retirer le sien, parce qu'elle ne veut pas tout qu'on la critique, et là-dessus, elle l'a bloqué. Le comportement sur les réseaux. Marie Pelletier et Stéphanie Lamy suppriment très souvent leurs tweets.
Ça, on l'a déjà vu. Mais Internet oublie mal, et on peut retrouver certaines prises de parole que vous n'attendez pas, je suppose, de la part d'une spécialiste du complotisme, qui met par ailleurs en avant son militantisme féministe. En octobre 2021, Marie Pelletier se moquait déjà des débunkers. Regardez, elle nous dit « Attention, du haut de mon expertise, je vais débunker Zemmour. Alors quand il dit que les musulmans fomentent un plan pour remplacer la population française, attention, c'est faux, je suis neutre et je ne prends pas position. En tant qu'experte, je veux juste rappeler les faits. Voici pour appuyer mon propos. » Et elle montre un graphe ridiculement complexe. Bon. Alors, je vais être charitable. En filigrane de cette critique, sa position, c'est qu'il faut politiser le propos, sans quoi on ne répond pas vraiment à la désinformation politique. C'est un point de vue qu'on peut défendre, mais qu'elle devrait argumenter avec des données scientifiques, sans quoi elle prend le risque de critiquer pour rien ceux qui font le travail de rétablir les faits et qui aident les internautes à disposer de bons arguments pour contrer la désinformation. Et ça, politiquement, ça ne peut que profiter aux démagogues et aux menteurs, et je suppose que ce n'est pas le projet. En mars 2022, une sorte d'antagonisme s'installe. Comme pour Stéphanie Lamy, puisque leurs destins sont liés, la chronologie est la même, c'est le débunkage de quelques dingueries de Madame Rousseau sur les sorcières qui installe un malaise. Pour Marie Pelletier, il est scandaleux que les fact-checkers fassent leur travail sans tenir compte du fait que Sandrine Rousseau est sous le coup d'une campagne de dénigrement politique. Elle en veut particulièrement à Gromph. C'est peut-être là que Marie Pelletier a fait l'erreur d'attirer l'attention de personnes habituées à vérifier les propos des gens sur Internet, qu'elle a commencé à poser des questions sur son expertise. On peut dire en tout cas qu'elle a très mal réagi quand des doutes ont été émis sur son expertise, par exemple le 12 septembre 2022. Marie Pelletier adopte la posture de l'experte outrée, mais aussi de la féminisme victime, un mélange des genres que je trouve acrobatique. À partir de là, les choses vont dégénérer. Marie Pelletier et Stéphanie Lamy vont systématiquement demander à leur communauté de dénoncer le harcèlement des quelques personnes qui écrivent des threads pour débunker leurs propos publics. Elles incitent tout le monde à leur demander de se taire. Et puis, il va y avoir une pratique décomplexée du doxing, ainsi que des intimidations juridiques. Mais avant ça, il faut parler du dossier par lequel j'ai appris leur existence, et où j'ai constaté des manières que je juge, je vais être poli, totalement inacceptables. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est inacceptable. Avant novembre 2022, je n'ai pour ainsi dire jamais entendu parler de Madame Pelletier et Lamy. Moi, je me documente essentiellement dans les articles de recherche. Or, elles n'y sont pas. Elles n'apparaissent pas dans cette littérature. En novembre 2022, se produit un événement grave qui a fait beaucoup réagir dans le milieu de la lutte contre le complotisme et la désinformation. C'est l'attaque extrêmement violente contre Antoine Daoust, orchestrée par François et Idriss Aberkan. Mesdames Pelletier et Lamy vont, à cette occasion, faire l'impasse totale sur la stratégie à l'œuvre, sur l'offensive sans précédent, sur les conséquences dans le paysage du fact-checking, quand le site Fact and Furious finit par fermer sous la brutalité de la campagne de haine qui se déverse. Elles vont préférer critiquer les fact-checkers. Donc il faut que je vous ramène dans le contexte de l'époque. Nous sommes le 22 novembre 2022. Monsieur Idriss Aberkan diffuse en direct un entretien intitulé « Scandale au pays des fact-checkers » avec Malika Daoust, présentée comme une lanceuse d'alerte, et qui traite son ex-mari, notamment de pion et d'abruti de service. Le sujet de l'événement de ce soir et de cette interview est celui des officines, de leur fonctionnement. Antoine Daoust est un menteur, un manipulateur. Je vous donne lecture d'un extrait de l'article que j'ai écrit le lendemain, le 23 novembre, sur mon blog La Menace Terroriste. Voici. Pendant 55 minutes, M. Aberkan donne la parole à l'ex-femme d'Antoine Daoust, créateur de Fact and Furious, journaliste qui, pour informer le public, débunk régulièrement la désinformation délibérée de François et de la complosphère associée à Idriss Aberkan. Antoine Daoust a par exemple suivi de très près le travail du comité d'éthique chargé de statuer sur l'accusation de plagiat sur l'une des thèses de M. Aberkan, histoire qui est sortie dernièrement dans l'Express, histoire qui n'avance pas. Il semblerait que le comité d'éthique
ait du mal à assumer la décision sur la réalité du nom ou non du plagiat. Je vous laisse déduire de vous-même ce que cela implique. Malika Daoust dit tout le mal qu'elle pense de son ex-mari. Un Idriss Aberkan assez malin pour rappeler constamment que le ciblé est présumé innocent, qu'il s'agit d'opinion, mais en choisissant le format du direct, devant 700 000 abonnés, déjà abreuvé au narratif du gang mafieux, d'une secte qui serait aux trousses du héros Aberkan. Et là, je posais la question, pourquoi avoir choisi le format du direct au lieu d'un entretien enregistré permettant de s'assurer qu'on ne s'écarte pas du sujet? Peut-être, répondais-je, en prévision de la difficulté de plaider de ne pas être responsable des propos tenus s'ils avaient été le résultat d'un choix lors du montage. Puisque c'est du direct, Malika Daoust est la seule qui devra assumer les propos. Manœuvre habile si un éventuel juge s'y laisse prendre. Fin de la parenthèse. Donc ce sont des propos là dont vous êtes responsable. Hein. Je suis responsable, oui. La seule personne qui peut condamner Antoine Daoust, c'est un juge. Cependant, J'ai porté plainte contre lui pour coups et blessures aggravées sur moi et sur mineurs. voilà, ça c'est grave. Ok, donc ça ce sont les propos que vous assumez ce soir. Hein. Je les assume, oui. Les accusations reposent pour l'essentiel sur la seule parole du témoin. Selon elle, et avec l'assentiment d'Idriss Aberkan qui choisit de publier l'entretien, Antoine Daoust est un menteur, un arriviste, un escroc qui maquille et vend de fausses ordonnances ou tests PCR, un journaliste corrompu et un mari violent. Alors bien sûr, si c'est vrai, c'est très grave, comme d'habitude, avec les histoires balancées par la complosphère. Si Antoine Daoust est coupable, je veux qu'il soit puni. Mais quand on veut la justice, et pas juste détruire la vie d'un individu, ou pousser à la violence une communauté déjà prompte aux menaces et au passage à l'acte, je vous renvoie vers l'agression de Thomas Huchon, on ne se lance pas dans une attaque brouillonne sur la chaîne d'un polémiste en recherche désespérée d'un moyen de raviver l'adhésion de son public. Le monde du journalisme est vaste, l'histoire de Malika Daoust pourrait intéresser n'importe quelle rédaction où le respect des principes déontologiques permettrait de savoir que les journalistes ont procédé à des vérifications avant de publier le témoignage. Les journaux sont remplis de gens aux idées diverses, aux sensibilités de tous bords, et vous trouverez toujours quelqu'un pour s'intéresser aux casseroles de n'importe qui. Ici, nous devons nous contenter de la crédibilité d'Aberkan-Azalbert, et c'est gravement insuffisant. On sait qu'ils ont désinformé dans le passé, ils n'ont jamais montré de remords. Les intérêts de Malika Daoust et la valeur même de sa parole sont donc gravement mis en péril par cette stratégie de communication. Le témoignage de Malika Daoust intervient dans un contexte où la parole des victimes de violences et d'abus se libère. Nous encourageons ce mouvement de fond afin que les victimes se fassent entendre et qu'on épargne le même sort à de futures potentielles victimes. C'est d'autant plus important que bien des obstacles se dressent encore contre la reconnaissance et la répression des violences faites aux femmes. Si Malika Daoust a été la victime de mauvais traitements de la part de son ex-mari, c'est grave. Il faut que son statut de victime soit reconnu. Mais évidemment, dans le contexte très conflictuel d'un divorce, qui se passe mal, les accusations méritent d'être accueillies avec précaution, parce que ça pourrait être faux. Dans les deux cas, ce n'est pas censé avoir d'impact sur la crédibilité de sa parole concernant la prétendue corruption d'Antoine Daoust. Idriss Aberkan aurait dû être prudent et ne pas mélanger les registres, sauf si, comme d'habitude, il compte enfumer le public à l'instant présent en exploitant la lenteur du travail d'enquête nécessaire pour contrer son baratin. Cette histoire a tout de l'assommoir, un moyen commode pour discréditer Antoine Daoust dans tous ses prochains travaux, dont certains concerneront certainement M. Idriss Aberkan. Au final, Idriss Aberkan et François multiplient les allégations, les soupçons, les insinuations, tout en prétendant remettre sur les seules épaules de Malika Daoust toute la responsabilité de ce qu'il publie.
Antoine Daoust aurait fait de fausses ordonnances et de fausses PCR. Si c'est vrai, c'est grave, mais si c'est faux, c'est pas nous, c'est Malika. Il me semble que dans cette analyse, je n'ai pas négligé l'importance des violences conjugales. Au contraire. Sur les faits de violence, est-ce que j'ai un avis personnel? Oui. Est-ce que j'ai plus d'informations que vous? Oui, un petit peu. Est-ce que je connais la vérité? Je ne sais pas. Je vais attendre que le procès se tienne, et vous devriez faire pareil. Je n'ai pas vu d'analyse de ce genre sous la plume de nos deux expertes. Elles ont choisi un angle bien différent qui semble essentiellement motivé, j'ai le regret de vous dire, par un ressentiment évoqué plus tôt. 22 avec l'affaire Fast and Furious, parce que c'est le prolongement de l'affaire sorcière. Tout le monde a défendu corps et âme le pauvre homme attaqué par sa méchante femme qui allait parler chez Aberkan. Mais personne n'avait même une petite réserve, au moins, sur l'histoire des violences conjugales. De dire, peut-être quand même que sur ça, il faut être prudent. Ne fût-ce que ça. Madame Pelletier et Madame Lamy dans l'affaire Fast and Furious. Stéphanie Lamy prétend que nous avons fait silence radio sur les violences conjugales. Vous voyez bien que c'est pas vrai. Selon elle, si Malika Daoust s'est tournée vers la complosphère, ce serait à cause de la couillésion organisée autour d'Antoine Daoust. Pour Marie Pelletier, c'est à peu près la même chose. Elle dénonce, tenez-vous bien, la convergence des bits. Marie Pelletier est, je cite, scandalisée par la manière dont cette affaire est traitée. Elle interpelle le compte Twitter de Check News, à qui elle reproche de défendre un copain au lieu de faire du journalisme. Antoine Daoust est qualifié, écoutez bien, d'agresseur. Elle le compare au meurtrier Bertrand Cantat. La messe est dite. Pourtant, nous sommes dans une affaire mafieuse. On apprendra plus tard que dans cette affaire sordide, le gourou leader complotiste Xavier Azalbert met la main sur l'ordinateur personnel du journaliste Antoine Daoust et publie son contenu dans son blog dans l'espoir de démontrer une sorte de machination impliquant les rédactions de vrais journaux. Ça fait 9 mois. Est-ce qu'il a démontré quelque chose? On apprendra encore qu'un homme de main du millionnaire Xavier Azalbert s'est rendu au domicile d'Antoine Daoust et de sa nouvelle compagne pour les intimider. Et ça s'est passé quand? Le 23 novembre, le lendemain de la vidéo de M. Aberkan. Azalbert lui-même, au téléphone, se fend d'une proposition dite d'un mafioso. Je cite, « J'ai le pouvoir de faire annuler les plaintes si vous me cédez Fast and Furious ». N'oublions pas que, dans la chronologie des événements, Malika Daoust a déposé ses plaintes seulement 5 jours avant le chantage à domicile. Et dans les jours qui suivent, c'est l'avocat de Xavier Azalbert qui devient le représentant de Malika Daoust. Vous sentez le côté poisseux, le côté omineux de tout ça? Je crois que tout ça est assez grave pour qu'on se montre prudent dans sa manière d'en parler. Une parenthèse pour dire 2 mots sur la nouvelle compagne d'Antoine Daoust, dont le pseudonyme est Yogina, qui est une contributrice de la série nationaliste. Elle a été la victime de procès d'intention, de slut-shaming, de doxing, de propos sexistes et d'images à l'avenant de la part de François et d'innombrables internautes. Elle tient notamment un site de lingerie qui a été doxé par Azalbert. Le harcèlement subi a été intense et prolongé, et on pourrait s'attendre à ce que des spécialistes du complotisme très investis dans le féminisme en parlent. Mais non. Et pourtant, mesdames Lamy et Pelletier ont abondamment tweeté sur l'affaire. Presque tous les jours. Donc c'est mystérieux. Pour voir un travail d'analyse de l'instrumentalisation des violences conjugales, il faut se tourner vers la chaîne du Foualier. Allez voir. Et ma vérité sortira blanchie de tout ça tout tard. Moi si j'avais tort, je serais le premier à Marie Pelletier et Stéphanie Lamy contre les fact-checkers. Mécontentes du traitement de cette affaire de manipulation, de guerre de l'information et de tentative d'extorsion, mesdames Pelletier et Lamy ne décolèrent pas et elles vont tweeter sur l'affaire, abondamment, tous les jours. Stéphanie Lamy se fait journaliste pour commenter l'affaire comme si vous y étiez. D'abord, elle la découvre, elle juge aussitôt les accusations, je cite, étayées, et elle s'en prend directement au fact-checker.
27 novembre, j'avais raté l'affaire Antoine Daoust, pardon, mais j'ai dû aussi louper les déclarations du Boys Club des fact-checkers, affirmant prendre de la distance avec lui à cause des accusations étayées de violence conjugale. Oh, wait. Ensuite, elle abonde dans le sens du récit où Antoine Daoust serait coupable de menaces de mort contre son ex-femme. Le même jour, 27 novembre, selon les éléments que j'ai pu recueillir, elle, Malika, avait transmis les informations sur les violences conjugales subies, y compris des menaces de mort de la part de Daoust, à l'AFP, qui l'ont transmis à l'auteur présumé. Or, selon les infos que moi j'ai pu recueillir, il n'existe pas de menaces de mort de la part d'Antoine Daoust. Alors on fait comment? Moi je suggère de faire comme j'ai fait depuis le début, on se tait. On se tait sur le volet des violences conjugales, parce qu'on ne sait pas. Le 28 novembre, ça continue, je cite, « La manière dont Antoine Daoust a fait dévier l'attention depuis les violences conjugales vers le harcèlement qu'il subit, plus la manière dont la solidarité s'est construite autour de lui, colle aussi à la stratégie de l'agresseur. Beaucoup de faisceaux concordants. Son récit, à Malika, est plus que crédible. Je me permets de signaler que les faits concordent également avec l'hypothèse qu'il serait innocent, en fait. Mais Madame Lamy a choisi de lire les éléments sous un seul prisme, avec tous les biais de confirmation qui vont avec. C'est pas des méthodes, hein. C'est pas comme ça qu'on fait pour analyser quelque chose. C'est inquiétant si son travail, c'est de former les gens sur comment on communique ou comment on traite des informations sur les réseaux sociaux. Le lendemain, 29 novembre, ça continue. Je cite, « D'autres trucs m'interpellent aussi. Antoine ne semble pas avoir de revenus, alors que Malika, elle, bosse. À partir du moment où il commence à avoir un peu de notoriété, il se barre avec une autre meuf. Elle dit aussi, dans la vidéo, qu'il refuse qu'elle et ses enfants se fassent vacciner. Comme si c'était acté qu'il avait le pouvoir de lui imposer cela. Une forme de contrôle coercitif. » Et là-dedans, il n'y a rien qui va parce que toutes les infos qui sont citées, moi j'ai des informations contraires, qui disent que c'est pas ce qui s'est passé en réalité. Qu'est-ce que Madame Lamy sait au juste de la vie de couple, du travail, des relations, des gens dont elle parle? Les sources dont je dispose ne corroborent pas tout ça. Au sujet de la vaccination d'ailleurs, les propos de Malika chez Aberkan vont dans tous les sens. Je vous mets au défi de comprendre exactement ce qu'elle raconte. Alors évidemment, à aucun moment, Madame Lamy ne considère qu'il faudrait douter des graves accusations de Malika Daoust, mises en scène par un collectif de complotistes. À aucun moment, elle ne se dit qu'elle fait le jeu de cette manipulation en enfonçant le journaliste ciblé. En stratégie de désinformation, on doit appeler ça une idiote utile, je suppose. Ceci dit, attention, je ne suis pas un expert. Dès le 29 novembre, Stéphanie Lamy s'embrouille carrément avec le gérant du compte Check News, la rubrique de fact-checking de Libération, qui fait plutôt un bon travail. C'est ce qu'elle leur dit. Elle, Malika, dit que son conjoint est un manipulateur. Quand savez-vous qu'il ne l'est pas? Et là, on a, vous l'avez reconnu, un retournement de la charge de la preuve, un pur sophisme en or massif. Alors, je vais tenter de vous faire la même cascade, attention, parce que je fais ça à froid, sans filet. On dit que Madame Lamy est une influenceuse financée par Moscou. Quand savez-vous qu'elle ne l'est pas? Alors attention de ne pas produire à la maison. Il faut, pour cette pratique, être un expert en opérations sémantiques. Je trouve que moi aussi j'ai mon diplôme, alors ça va. Pendant qu'elle accuse les fact-checkers de chercher à protéger leur business, Marie Pelletier, le 29 novembre, fait de la réclame sur Facebook et sur Twitter pour un abonnement annuel à ses vidéoconférences. Ça coûte 150 €, et j'ai pu en voir quelques-unes, quelques extraits sont dans cette vidéo d'ailleurs. Autant vous dire que je ne suis pas certain que ce soit une dépense raisonnable, c'est un avis personnel, qu'est-ce que j'en sais, je ne suis pas expert. Typiquement, avec les fact-checkers, moi je vois très bien ce qui se passe. C'est que ces gens ont peur pour leur place. Ils ont très peur pour leur place, en plus parce que la crise sanitaire n'étant plus ce qu'elle est, il y a un petit business voilà, qui risque de se casser la gueule, quoi, très clairement. Le 4 décembre 2022, Marie Pelletier livre une analyse pertinente, je trouve, grâce à une source inattendue, sur l'affaire Fact and Furious. Elle nous dit « Mon petit doigt me dit que certains n'assumeront pas tout dans un avenir pas si lointain. » C'est possible.
Le 29 décembre, Stéphanie Lamy veut amener une conclusion et à la fin de cette séquence indigne, elle livre un CQFD magistral, ce qu'il fallait démontrer. Selon elle, cela démontre leur thèse à toutes les deux sur le masculinisme du milieu des fact-checkers. En somme, rien ne peut réfuter le narratif de quelques pionnières de la lutte contre la désinformation qui sont les victimes de la colère des hommes qui veulent protéger leur petit business, leur petit revenu, leur petite place. Quand vous avez ce récit en tête et quand vous lisez tout à travers ce prisme, tout vous donne raison. Le problème, c'est qu'il faudrait commencer par démontrer que la thèse est valide avant de la voir partout. Bon, Sonic Urtican, un tutos anonyme de la sphère rationaliste qui a travaillé sur la fraude scientifique et sur l'affaire Didier Raoult, leur reproche à ces dames de manquer de prudence en désignant les coupables. Et voici la réponse magique qu'il reçoit. En tout cas, sa réaction, celle de Sonic Urtican, est un gros CQFD. Corporatisme masculin au sein de la communauté des fact-checkers. Cette affaire Daoust, mes commentaires sont utilisés par des hommes qui se sentent personnellement visés par le fait que Marie Pelletier et moi, nous dénonçons des phénomènes systémiques. Par quelle méthode, par quels moyens, mesdames Pelletier et Lamy font-elles le distinguo entre des hommes masculinistes qui défendent leur précaré contre des accusations légitimes ou des hommes qui considèrent que le récit qui fait d'eux des masculinistes n'est pas valide et qu'il faut le critiquer, puisque la réponse qu'ils reçoivent sera la même, quoi qu'il en soit. Quand la méthode ne permet pas de distinguer ces deux hypothèses contradictoires, complémentaires, opposées, la méthode n'est pas bonne. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Marie Pelletier est bien d'accord, elle valide tout. Le même jour, 29 décembre, je n'avais en effet pas envie de leur répondre, tant le CQFD est magistral. Boadicéenne 3, Stéphanie Lamy, résume parfaitement tout ici. Et elle ajoute en parenthèse, et sinon, pour certains, get a life, car sérieux, ça fait un peu pitié quand même. Je ne vais pas faire du tone policing, mais c'est pas très coupertin. Cette attitude, ce comportement, ce positionnement, cette lecture totalement biaisée, est typiquement le genre de propos qu'on entend dans les médias de réinformation. Mais en général, les gens qui disent ça ne passent pas régulièrement, chaque semaine, dans les médias télévisés, à part sur CNews, quoi. Les trucs les plus poisseux. Voilà. On est dans du niveau Zemmour. Zemmour, c'est plus grave, bien sûr. Mais Zemmour, beaucoup de gens critiquent. Et là, j'ai pas vu beaucoup de gens critiquer. L'affaire Fast and Furious va passer au tribunal, parce qu'Antoine Daoust porte plainte. En revanche, à ma connaissance, il ne fait l'objet d'aucune poursuite. C'est bizarre, ça, non ? Comment on explique ça ? Pendant ce procès, vous allez apprendre des tas de choses, et moi aussi, sans doute, et quand le verdict tombera, nous aurons tous une idée bien plus claire des événements, de la culpabilité et de la responsabilité de certains et de certaines dans la désinformation publique. Mais on peut déjà tirer des leçons, je crois, sur le niveau de crédit à accorder à deux expertes de la propagande et des opérations sémantiques, parce qu'au-delà du CV discutable dont j'ai parlé, et qui n'est pas une preuve, on voit que la mise en pratique de leur expertise est totalement calamiteuse. De sale manière. L'affaire Fast and Furious est sans doute la phase la plus grave de cette affaire à ce jour, mais il faut compléter avec la manière dont mesdames Pelletier et Lamy réagissent aux critiques de manière générale. Et c'est le troisième critère de l'expertise que je propose dans cette vidéo. Comme troisième critère, pour étalonner la confiance, voici ce que je propose face à la critique. À des critiques précises, qui remettent en question des propos précis, qui demandent des sources, une démonstration, des nuances ou des corrections. Donc, des critiques légitimes. Il y a plein de critiques pas légitimes. Mais devant des critiques légitimes, notre individu répond-il ou répond-elle sur le fond, en apportant une analyse plus large, en fournissant des sources, ou en battant le rappel de ses troupes pour faire taire les malotrus. Alors, on ne peut pas juger sur un cas particulier, il faut regarder sur le moyen terme ou sur le long terme comment notre expert ou notre experte agit. Et si on voit sortir
une tendance, un pattern qui n'est pas celui de la réponse construite, mais celui de la polarisation, alors on a une réponse. Parlons un peu du doxing. Si je traite Mesdames Lamy et Pelletier ensemble, c'est parce qu'elles se soutiennent constamment dans leur méthode de polarisation à outrance et d'agressivité numérique. C'est à croire, et c'est un comble, qu'elles appliquent les règles d'un manuel de radicalisation et de dérive complotiste en ligne. J'espère que non. Mais toutes les deux, en tout cas, ça donne notamment à l'incitation à commettre du doxing de groupe. Madame Lamy a été bannie de Twitter plusieurs fois. Elle en est à son 4e compte. Le 18 août 2020, son compte Twitter est suspendu pour infraction à nos règles relatives au comportement inapproprié et au harcèlement. Bon. La modération sur les plateformes sociales étant ce qu'elle est, peut-être que c'est une erreur et peut-être qu'elle a été bannie 3 fois pour rien. Donc c'est pas le critère important. On va regarder ce qu'elle dit. Avec ce compte suspendu, Madame Lamy déclarait « J'annonce que je vais commencer à doxer tous les harceleurs et les harceleuses du Printemps républicain, ainsi que celles et ceux qui like donc, leurs tweets. Pour celles et ceux qui souhaitent m'aider, MP, message personnel. Madame Lamy veut doxer et veut que des gens qui la suivent l'aident à doxer. Marie Pelletier approuve, elle écrit « On va donc au passage rappeler un truc. On a du très lourd sur certains de cette tendance. On a déjà prévenu. S'il faut faire valoir un rapport de force, on n'aura aucune hésitation à le faire valoir. Donc sincèrement, il s'agit de laisser Stéphanie Lamy tranquille et très vite. Le contexte, c'est un conflit avec les personnes du Printemps républicain. J'ai aucun jugement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu du débordement de l'autre côté, des comportements outranciers, etc. Et auquel cas, il faut évidemment passer par la justice. Mais passer par le doxing, c'est embêtant. Le doxing, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de révéler, diffuser ou transmettre par quelque moyen que ce soit des informations, vie privée, familiale, professionnelle, permettant d'identifier ou de localiser une personne afin de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct. Or, la loi du 24 août 2021, alors ok, Mme Pelletier n'est pas française, mais Mme Lamy, elle est française, confortant le respect des principes de la République, a créé une nouvelle infraction. L'article 36 de cette loi sanctionne la mise en danger d'autrui par la publication de données personnelles, pratique également connue sous le nom de doxing. Les peines vont jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Est-ce normal que Madame Lamy demande à des gens qui la suivent de se rendre coupable d'un délit passible de 3 ans de prison ? Est-ce que c'est normal que Marie Pelletier approuve ? Il y a d'autres exemples qui datent de 2019, mais avec son compte actuel, Madame Lamy n'a pas vraiment changé de méthode. En mars 2023, Laurent Thomas l'a signé à la Pharos pour diffusion publique d'informations privées. Donc ça continue. Il y a des gens qui demandent à Madame Pelletier d'arrêter de les harceler sur Twitter. C'est le cas d'un chercheur du GIEC. Ces comportements en ligne me semblent particulièrement graves parce que on a affaire à quelqu'un, Madame Pelletier en l'occurrence, qui joue d'une protection institutionnelle. Et je crois qu'une telle situation, ça oblige un peu. Dans le but de collecter des données sur ces contradicteurs en ligne, Marie Pelletier annonce le 19 juillet dernier, c'est tout frais, la chose suivante, je cite, « Comme à chaque remous, je suis très intéressé par la collecte de screens et archivage de tweets. J'ai la chance de pouvoir engager un étudiant cet été pour l'organisation de toutes ces données grâce à un soutien institutionnel. Ce qui nous permet de blinder le volet judiciaire, m'envoyer cela à mon adresse et elle donne son adresse au sein de l'Institut Galilée. Quelqu'un a donc trouvé pertinent de financer un job d'été étudiant pour collecter les informations sur les auteurs d'un harcèlement présumé. Bon, ok, écoutez, no comment. Sachant que je suis aussi soutenue dans ma plainte par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui est une institution en Belgique qui soutient, bon, qui ne me soutient pas du tout, soyons clairs, hein, on va vite se le dire. Sauf que, enfin, je suis assez déçue de leur accompagnement, c'est pour ça que je le dis, mais il y a quand même quelque chose de très positif, ils payent mes frais de justice, donc ça... Je crois que l'Institut supérieur de pédagogie Galilée et que l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, 2 instituts belges, sont disposés à défendre une femme victime de harcèlement sexiste, et c'est très bien qu'ils le fassent, parce qu'il faut le faire, mais je ne suis pas certain que les critiques
de la sphère rationaliste sur la validité de l'expertise et des prises de position de Mme Pelletier relève de cette mission. Et si on fait un mélange des genres, on met à égalité le harcèlement sexiste qu'elles subissent certainement et les critiques légitimes des gens qui disent « Mais attendez, ce que vous racontez, en fait, il y a des problèmes », ça ne rend pas service du tout à Mme Pelletier et à la défense de ses droits en tant que victime de harcèlement. Parce que moi je cherche, je suis sur la brèche, et ce que je trouve. L'avocate de Marie Pelletier a adressé un courrier à au moins 3 personnes de la sphère sceptique, et donc sûrement à d'autres, des personnes qui produisent du vrai débunkage sur Twitter et qui sont réellement utiles pour décortiquer et réfuter les narratifs de la complosphère. Je vous rappelle que dans l'état actuel des connaissances de la littérature, le débunkage, ça marche. Le débunkage, c'est efficace, ça n'est pas une panacée, il ne faut pas s'en contenter, mais on en a besoin. Et donc les gens qui font ce travail-là, je préférerais qu'on les défende un peu, quand ils sont défendables. Et notamment, de ces personnes, je n'ai lu aucune attaque personnelle, aucune insulte, et donc aucune chose qui pourrait, pour moi, ressembler à du harcèlement. Et je pense que l'avocate de Mme Pelletier est d'accord avec moi, parce que dans l'un de ces courriers que j'ai pu lire, qui est une mise en demeure, l'avocate ne mentionne aucun propos incriminable. Il n'y a rien. C'est des généralités, et pourtant on exige que le destinataire, je cite, cesse immédiatement et définitivement ses agissements délictueux. Donc évidemment c'est du bluff, c'est de l'intimidation judiciaire. Et j'ai l'impression que l'argent de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui finance tout ça, est utilisé pour payer un courrier qui ordonne de se taire à des débunkers sans pouvoir leur dire en quoi leurs propos violent la loi. Et comme ils ne violent pas la loi, évidemment, ça ne sert à rien parce que toute plainte qui serait déposée derrière cela aboutirait à perdre le temps de la justice. Donc cette intimidation, elle ressemble à ce dont on a parlé sur la chaîne. Je vous renvoie vers les contenus où on parle des procédures Bayon, procédés fétiches des gourous et influenceurs de la complosphère, qui attaquent bien en tête les gens qui les contredisent, parce qu'ils ne supportent pas d'être contredits. Finissons avec la dernière escalade en date, l'événement qui pour moi était la goutte. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je me sens en devoir de faire quelque chose. Tout récemment, Nendili et Gromph ont quitté Twitter pour diverses raisons, et notamment la violence des attaques répétées de Mme Pelletier, Lamy et de leurs followers. Alors parenthèse, je ne veux pas m'étendre, et je ne peux pas m'étendre sur l'aspect harcèlement qu'ils ont subi, parce que ça demande toujours beaucoup de temps pour exposer la teneur des propos, leur répétition, leur étendue dans le temps, la ramification dans les réseaux avec ceux qui reprennent tout ça, qui retweetent et qui relancent, les pratiques souterraines où l'on calomnie sans citer le nom, les phénomènes donc de dog whistle pour réactiver une communauté déjà remontée contre quelqu'un, les inversions accusatoires, les procédés rhétoriques, la victimisation et globalement le volume que tout ça représente et qui pèse sur la cible à tel point qu'aborder certains sujets devient impossible. La nana qui est la plus perverse à mon égard, et qui, enfin oui, c'est une femme, quoi. Qui est une mascu, hein. Les femmes peuvent être mascues, hein. Elle a totalement un comportement de mascu. Et d'ailleurs, elle attaque tout le temps les féministes, bien évidemment, parce que c'est des gens complètement tarés, hein. On va être vraiment très clair. Si jamais c'est nécessaire, je vous partagerai le travail d'autres personnes qui démontreront la nature de ce type de harcèlement qui conduit des débunkers à quitter les réseaux. Bon. Mais c'est même pas ce harcèlement, en bonne partie invisible, qui moi m'a décidé à agir. Nendili donc a subi tout ça, elle a quitté Twitter, et on a été plusieurs créateurs de contenu à dire qu'on la soutenait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'a fait Vincent Flibustier, que vous connaissez sans doute parce qu'il a un humour potache, il a des pages où il débunk par l'humour, et on peut ne pas aimer ses méthodes, son ton, ses provocations. Vous avez le droit de critiquer. J'aime pas tout ce qu'il fait. Lui-même est revenu sur certaines choses parce qu'il a commis des erreurs. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui admet ses erreurs et qui est à l'écoute des critiques. Et donc, Vincent Flibustier est venu soutenir Nendili le 19 juillet. Je vais vous lire ce qu'il a écrit parce que je soutiens son propos.
et que son propos lui a valu des gros ennuis. Ndili vient de désactiver son compte à cause du harcèlement réel des 2 expertes, entre guillemets, du complotisme, qui crient au harcèlement dès que des gens corrigent des informations fausses qu'elles publient. L'une d'elles menace sans cesse de porter plainte, mais ne porte jamais plainte, puisqu'elle sait bien qu'elle n'a pas de dossier. Quand les gens lui demandent de quel harcèlement elle parle, elle dit qu'il faut croire les femmes, et puis c'est tout. Elle dit être harcelée alors que ce n'est que de la critique sur Twitter de gens qui s'intéressent, comme elle, aux questions de théorie du complot. Par contre, elle envoie des mises en demeure via une avocate qu'elle ne paye même pas, via l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, à qui elle a vendu son histoire de harcèlement masculiniste. Elle envoie des mises en demeure au domicile et au travail des gens pour les terroriser. Et ça marche. Les 2 font passer tous leurs détracteurs pour des harceleurs misogynes, même des femmes. Elles empêchent toute possibilité de débattre en bloquant à tour de bras, puis s'insurgent que des gens critiquent des propos émis publiquement. Lorsqu'on est une personnalité publique, lorsqu'on s'exprime sur Internet, on peut être critiqué. Le harcèlement, ce n'est pas les 5 threads en 2 ans qu'a fait Ndili sur leurs fausses infos. 5 threads en 2 ans contre des dizaines ou des centaines de tweets contre Ndili. Le harcèlement, c'est, pour protéger son petit business et sa visibilité médiatique, broyer des femmes comme Ndili pour les empêcher de critiquer ses erreurs. C'est dégueulasse. Signé Vincent Flibustier. Bon, le jour même, Marie Pelletier répond que c'est minable et insignifiant. Bon, ok, c'est son avis. Le lendemain, qui n'est pas le 20 août, mais le 20 juillet, vous allez voir, Stéphanie Lamy réagit d'abord sur l'orthographe du mot misogyne, plutôt que sur le fond, et en retweetant des insultes, comme quoi il serait une grosse bouse ou un étron, voilà, bon bref, des trucs de... Et puis, très vite, le même jour, elle défouraille l'arme nucléaire, une accusation liée à la pédocriminalité. Je vous lis ce qu'elle a écrit. Nous sommes le 20 août, c'est le 20 juillet 2023, et il y a encore des gens qui suivent, donc donnent de la visibilité, à Vincent Flibustier, alors que celui-ci a piqué une photo d'enfant à une contact de Facebook pour la mettre sur un site pédoporno, histoire de lui donner une leçon. Marie Pelletier ne prend pas sa distance, elle like et retweet les messages de soutien à Stéphanie Lamy et retweet un thread qui porte des accusations assez proches. Dans cette affaire, Marie Pelletier like plus de 50 tweets à charge contre Vincent Flibustier et notamment 2 messages qui établissent que le combat politique est plus important que la vérité. Le combat politique est plus important que la vérité. Elle a liké un tweet qui dit que la vérité, c'est pour les prêtres. Ceux qui considèrent que peu importe qu'on lance une fausse accusation tant que c'est utile politiquement, font-ils de bons experts à inviter dans les médias pour gloser sur le complotisme des autres? J'ai un avis personnel. Vincent Flibustier a donné des explications sur l'affaire de la photo d'enfant, postée imprudemment par une maman, qu'il a voulu rendre plus prudente, avec des méthodes nul à chier. Voilà. Et c'était il y a 5 ans, quand il était lui-même plus rentre-dedans qu'aujourd'hui. Il a dit lui-même, Vincent, que c'était idiot, et je suis d'accord, qu'il regrette, et c'est tant mieux, mais évidemment, il n'a jamais posté cette image sur un site pornographique. Retenons ça, quoi. Juste, c'est pas vrai. Donc d'une part, ça n'a rien à voir avec l'affaire de Ndili, avec le soutien qu'il lui accorde, mais en plus, c'est pas vrai. Vincent, actuellement, porte plainte, mais regardez ce qu'il a fait. Il a fait une chose, apparemment sans aucun effort. Je cite Vincent. Je vous préviens direct. Le premier qui va insulter, menacer ou tout autre acte violent envers une des personnes citées dans ce thread, je porte plainte personnellement contre elle. Je n'ai aucune envie que vous utilisiez ce message pour déverser votre colère, haine ou autre sur ces personnes. Je veux juste vous parler avec le cœur et vous dire ma vérité. Si vous déconnez, non seulement je trouve ça inacceptable, mais ça ne fera que valider leur récit. Vincent Flibustier demande explicitement aux gens de ne pas avoir de comportement toxique de harceleur. Une demande que je formule moi aussi régulièrement
que je vous répète, ne le faites pas. Je n'ai pas vu cela chez les 2 personnes dont nous parlons dans cette vidéo. Évidemment, le tweet de Madame Lamy scandalise tout le monde. Ceux qui croient ce qu'elle dit et ceux qui savent que c'est une calomnie. Et en termes de communication, il y a au moins une chose de réussie, c'est qu'on ne parle plus du harcèlement de Lindley. C'est la technique du chiffon rouge, de la diversion, de la fausse piste. Et c'est aussi, et c'est peut-être plus grave, une instrumentalisation de la lutte contre la pédocriminalité. Tous ceux qui ont cautionné cela devraient se poser de sérieuses questions. J'insiste sur une chose cruciale. Stéphanie Lamy sait très bien que l'accusation est fausse. Ça ne l'empêche pas de la trouver justifiée, comme elle explique sur Twitter. Pourtant, quelques jours plus tard, elle se montre très à cheval sur la question de la pédocriminalité, au point de s'en prendre au collectif NFM No Fake Medicine. À mon avis, c'est une tentative pour faire oublier son coup d'éclat du 20 juillet, mais il faudrait un expert pour confirmer. Le 28 juillet 2023, voici ce qu'elle dit. Il y a un problème de défense des intérêts de classe, dont le genre, au sein de la communauté NFM. Ça se traduit d'une part par un rapport à la gravité qu'est la pédocriminalité, plus que limite, et d'autre part, à une forme de ad QAnon réduction. D'autre part, nanana, ajoutez que nanana et comprenez que tout cela nuit gravement à la lutte contre la pédocriminalité. Quand on se souvient des propos de Madame Lamy sur Pierre Palmade, qu'on ajoute ceux sur Vincent Flibustier, et qu'on voit ce qu'elle reproche à NFM, je crois qu'on a une bonne idée du niveau de confiance qu'on peut lui accorder, du niveau de dignité même, je dirais, qu'elle sien. Nous avons assisté sous nos yeux à la création d'une fake news, une accusation d'avoir posté l'image d'un enfant sur un site pédopornographique destiné uniquement à oblitérer le contenu de sa critique. Cette accusation va poursuivre Vincent pendant des années, comme ne peut pas manquer de le savoir une spécialiste des médias sociaux. Elle mesure la gravité de la chose, forcément. Et cela pourquoi ? Juste parce qu'il a posté un message où il apporte son soutien à une personne de la sphère rationaliste poussée à bout. Je vous laisse imaginer ce qui m'attend moi pour avoir osé faire cette vidéo. Donc s'il vous plaît, vérifiez les sources avant de croire ce que vous lirez à mon sujet dans les prochains jours. D'avance, merci. J'ai trouvé ce procédé absolument odieux, et ce jour-là, j'ai décidé qu'on ne pouvait pas tolérer que ces gens se fassent passer pour des expertes compétentes et œuvrant contre le complotisme. Surtout si les méthodes qu'ils utilisent sont celles des complotistes. Leur activité sur les réseaux est toxique, nous avons besoin que les médias le comprennent, que les instituts qui les soutiennent le comprennent, et que les gens, celles et ceux qui gobent leur version des faits, le comprennent aussi. Voilà. Je n'ai pas tout dit dans cette vidéo sur ce que ces dames font ou disent. Le but n'est pas d'être exhaustif, le but n'est pas de les pourrir personnellement. Soyons clairs une dernière fois. Moi, je n'ai pas envie de revenir sur le sujet. J'ai fait le débunkage. Je ne veux pas répondre et être dans une polémique et une surenchère. Ce n'est pas l'objet de mon propos. Donc, c'est des réponses. Elles seront certainement sous forme d'articles de blog pour revenir sur des éléments qui seraient rajoutés. Soyons bien clairs entre nous. Je ne veux de mal à personne. Je voudrais que le sujet de la désinformation soit traité par des gens compétents et des gens bien, et qu'on fasse de la place, qu'on donne de la visibilité aux femmes et aux hommes qui maîtrisent le sujet, qui produisent de la connaissance et qui nous aident à mieux comprendre et à mieux nous comporter dans les espaces sociaux numériques. Ce serait bien que les choses s'améliorent. Le sujet du complotisme n'est pas fini. On a devant nous de gros chantiers, de gros dossiers qui impliquent des volets épistémiques et des volets politiques. Et je ne veux pas qu'on les mélange. Les deux sont importants, mais si on les mélange, on ne va pas s'en sortir. Petit bonus, puisque je vous ai montré les réponses de Mesdames Pelletier et Lamy à mon email, voici le contenu des courriers que je leur ai adressés avec les questions. Ainsi, vous constatez les questions auxquelles elles auraient pu apporter des réponses pour éviter que l'on dise des bêtises. Elles sont toujours libres de le faire, évidemment. Je vous diffuserai leurs réponses au minimum via le blog La Menace Terroriste et je vous en informerai sur la chaîne. Avant de partir, s'il vous plaît, tenez compte de ces précautions finales. C'est très important. 1. Attention, Marie Pelletier et Stéphanie Lamy sont bel et bien les cibles d'attaques très nombreuses en raison de leurs engagements depuis des années. Il y a des réels harcèlements contre elles. Il n'est pas question
de laisser des gens utiliser ma vidéo pour justifier leurs attaques. Même les victimes imparfaites sont des victimes. Même les bourreaux peuvent être victimes. Donc il n'est pas question de nier les attaques dégueulasses qu'elles subissent. Deuxièmement, critiquer la parole publique. Les méthodes rhétoriques ou l'imposture académique d'une personne, ça n'est pas être un adversaire idéologique ou politique. Mais, là je fais un pari, vous verrez quand même des gens répondre à ce dossier, en commentaire ici ou sur les réseaux, en formulant des reproches idéologiques, et vous saurez alors que, aux yeux de ces personnes, la vérité est moins importante que de gagner de l'influence. Et en cela, je revendique clairement une authentique différence. Je ne peux pas être plus clair. Mon volet à moi, mon intérêt principal, il est épistémique. Est-ce que ce qu'on dit est vrai ou faux? Derrière, bien sûr, on utilise des propos vrais ou faux au service d'idées et de discours, bien sûr. Mais premier critère, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et si c'est faux, alors désolé, mais je vais le critiquer. Cette primauté au volet épistémique sur la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et comment on le sait, c'est pas une nouveauté, on l'assume sur la tranche en biais, c'est notre truc depuis le début. C'est la priorité. Donc c'est pas une trouvaille, c'est pas une toquade, c'est pas une manœuvre de ma part. Chers amis, prenez soin de répondre posément à toutes les provocations que vous rencontrerez en commentaire, de bien surveiller votre comportement à vous en ligne, parce que je voudrais que vous fassiez partie de la solution plutôt que du problème. Il y a beaucoup de gens de la sphère zététique rationaliste qui se comportent mal, qui donnent une mauvaise image de la zététique. Ponctuellement, d'ailleurs, ça peut m'arriver. Mais ensemble, si on travaille sur nous, on peut diminuer la toxicité en ligne. Et tout le monde pourra en profiter. Merci à tous pour votre soutien moral, financier. Sans vous, le travail que je fais ici, qui prend beaucoup de temps, ne pourrait pas avoir lieu parce qu'il faudrait que j'aille faire un travail alimentaire. C'est grâce à votre soutien que je peux le faire. Merci pour les partages, merci pour les commentaires et merci pour vos contributions à vous, en blog, en vidéo ou quoi que ce soit, à la diffusion des outils de la pensée critique. Si vous n'êtes pas des relais de la parole que j'ai ici, cette parole, elle ne sert à rien. Alors merci encore, à bientôt et des bisous, si vous voulez. Ça va être dur.